On est en 1999 et 9 hommes, le visage caché derrière des masques effrayants, foulent la scène d'un énorme festival de musique appelé le Ozzfest. À l'époque, ce groupe commence tout juste à être connu des passionnés de métal, mais bien que nombreux le jugent prometteur, personne n'anticipait alors qu'il atteindrait l'importance qu'il a aujourd'hui. Vous l'avez compris, ce groupe n'est autre que Slipknot, et dans les années suivant le Ozzfest 99, ils vont littéralement changer le monde du métal, à tel point qu'on peut les qualifier sans trop de doute possible d'un des plus grands groupes du genre. S'il vous faut quelques chiffres pour en être convaincu, alors disons que Slipknot a 3 albums certifiés platine et 1 certifié double platine aux États-Unis, 8 tournées à leur actif, dont 5 avec plus de 100 dates, des concerts toujours plus impressionnants et 10 nominations aux Grammy Awards. L'exploit, c'est qu'ils ont réussi à rendre mainstream une musique violente et brutale, allant à contre-courant des tendances qui régnaient à leur arrivée. Ils ont su perdurer dans le temps. Bref, Slipknot, c'est plus de 20 ans d'une carrière absolument brillante. Ce n'est ni plus ni moins qu'une légende vivante. Et pourtant, depuis quelques années, le groupe a drastiquement perdu de sa splendeur. Plusieurs membres, dont certains membres fondateurs, ont été virés du groupe sans vraiment d'explication. Les membres eux-mêmes ne semblent pas comprendre la raison de leur licenciement. En témoigne par exemple Joey Jordison, batteur et membre fondateur du groupe, viré en 2013 par un simple email. Et vous vous doutez que si les premiers concernés sont dans le flou, il en va de même pour les fans qui restent dans l'incompréhension de ces départs. Les posts d'annonce sur les réseaux sociaux du groupe sont d'ailleurs chaque fois supprimés dans les heures suivant leur publication, sans plus d'explications. Pour ne rien arranger, Slipknot enchaîne aussi les procès avec leurs anciens membres, comme Chris Fehn, qui les attaque pour une inégalité d'argent au sein du groupe, ou encore avec la famille du défunt Joey Jordison, décédé en 2021, qui accuse la formation d'avoir profité de la mort du batteur dans leur marketing. Tout ça s'accumule et ces derniers mois, les fans, pourtant habituellement très engagés, ont commencé à se désolidariser du groupe. Les commentaires Instagram des publications de Slipknot sont un recueil de personnes déçues et de critiques envers ce qui est, ou peut-être était, un des plus grands groupes de métal du monde. Mais alors, que s'est-il passé? D'abord, comment en sont-ils arrivés à un tel niveau de popularité? Et ensuite, comment ont-ils déçu leurs fans, y compris les plus fidèles? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Ok, essayons d'abord de comprendre comment Slipknot a conquis le monde. Ça nous paraît évident aujourd'hui qu'ils aient du succès, mais à l'époque, ce n'était pas gagné du tout. Slipknot sort son tout premier projet, Made Feel Kill Repeat, en 1996, et à cette époque, la tendance dominante, c'est le néo-metal. Or, le néo-metal a pour particularité d'avoir des sonorités assez accessibles. C'est Korn ou plus tard Linkin Park. C'est du métal alternatif dont certaines sonorités se rapprochent presque de la pop. Et à côté, Slipknot, c'est ça. Vous avez l'idée, ça ne s'inscrivait pas dans la tendance du moment. Il y a évidemment de nombreux facteurs qui rentrent en compte quand on parle de leur succès, mais explorons-en 2 qui sont particulièrement importants. Le premier, c'est la vision extrêmement claire de Joey Jordison, le batteur, et surtout de Shawn Crahan, le percussionniste. À l'époque, tous les membres de Slipknot, dont Joey et Shawn, sont bloqués dans une vie sans issue. Des boulots alimentaires, des groupes de musique qui ne mènent à rien, ils sont enfermés dans une routine oppressante au fin fond de l'Iowa, aux États-Unis. Mais Shawn, suite au décès violent de son oncle dans un rituel de gang, va avoir une révélation. Cette situation ne peut pas durer. Il a un besoin vital d'extérioriser sa rage, de construire un plan, n'importe lequel, pour se sortir de l'Iowa et de sa vie actuelle. Et ce plan, c'est Slipknot. Sauf qu'il ne suffit pas de monter un groupe pour devenir une rockstar. Déjà, un groupe, ce n'est pas très original. Alors, Shawn va se mettre à réfléchir aux moindres détails,
tout ce qui pourrait faire en sorte que le groupe soit visible et différent. I'm going to make the biggest band in the world. I'm going to focus all my energy and I'm going to tighten up every loose end from the way we tie our shoes to the way we play, to the way we look, to the way we act, to the way we talk, to the way we walk into a venue. C'est ainsi que Shawn va commencer à imaginer les masques. Il en porte un lui-même lors des répétitions avec le groupe, puis les autres, de gré ou de force, se retrouvent à faire de même. En 97 viennent l'idée des combinaisons et surtout des numéros que porte chaque membre du groupe et qui remplacent leur nom et prénom. L'identité de Slipknot s'affirme. 9 mecs, ce qui n'était pas courant, habillés dans des combinaisons, le visage caché derrière des masques étranges, tous différents et ne se nommant jamais par un quelconque pseudo, mais par un simple numéro. Tout ça, c'est bien évidemment soutenu par une musique spéciale. Une musique qui respire la haine et la souffrance, de la douleur à l'état brut, tous ayant un passé sombre teinté de drogue, d'ennui et d'une envie d'ailleurs qu'ils n'ont jamais pu combler. Cette souffrance fait aussi partie de leur processus créatif, le premier album étant enregistré lui-même dans la violence pure. Leur producteur, Ross Robinson, les pousse à bout, allant même jusqu'à les frapper physiquement pour faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Je pourrais faire une vidéo entière sur les débuts de Slipknot et particulièrement sur l'enregistrement de leur premier album, mais arrêtons-nous là pour cette fois, parce que nous avons un des éléments les plus cruciaux qui a permis le succès du groupe, la vision de Shawn, aka Clown, qui se résume en un triangle. Une musique extrêmement lourde, puissante, permettant d'extérioriser sa rage, une manière de s'habiller, de se nommer et de se présenter sur scène, assez inédite, et enfin, l'anonymat. Oui, parce que si aujourd'hui on connaît le visage des membres, à l'époque ce n'était pas le cas. Leurs numéros et leurs masques protégeaient leur identité, créant un mystère significatif autour d'eux. L'anonymat n'était pas un élément spécialement voulu par le groupe, mais il se trouve qu'il a quand même contribué à son succès. Tout ça, ça les rend spéciaux. Vraiment spéciaux. Et plus un groupe de musique est spécial, plus il est clivant. Certains vont l'aimer, d'autres le détester, mais dans tous les cas, il ne laissera personne indifférent. Et mieux encore, les gens qui aiment ce groupe de musique seront encore plus engagés envers celui-ci. C'est ce qui va se passer avec Slipknot, et c'est le deuxième élément expliquant leur succès massif. Les maggots, ou asticots en français, c'est ainsi que sont nommés les fans de Slipknot. Et si l'image peut paraître un peu rebutante et étrange aux premiers abords, l'explication derrière ce terme est assez belle. Clown ou Shawn Crahan avaient l'habitude de prendre en photo des cerfs morts et leur estomac était plein d'asticots. Attendez, j'arrive pour la partie belle de l'explication. Clown trouvait la métaphore assez représentative. Ces asticots sont confrontés au pire, à la mort, mais après ça, ils finissent par se voir pousser des ailes et s'extirper du malheur qu'ils ont connu dans l'estomac du cerf. Shawn utilise la métaphore en référence à leurs fans. Ceux-ci utiliseraient la musique du groupe comme mécanisme d'adaptation. Ils se nourrissent de la douleur décrite dans les chansons de Slipknot et c'est cette musique qui leur fait pousser des ailes et s'éloigner de ceux qui les torturent. C'est exactement ça qu'offre Slipknot, un moyen d'extérioriser la douleur de par les musiques, mais aussi de par leurs concerts, qui sont aussi une grosse part de leur identité. Ce sont des shows violents, visuels, qui offrent un exutoire à ceux qui cherchent à se libérer de leur colère. Les auditeurs, d'abord intrigués par les costumes étranges et les masques du groupe, découvrent ensuite la musique, y accrochent et deviennent des maggots, des fans extrêmement engagés qui vont contribuer fortement à l'expansion du groupe en parlant de celui-ci autour d'eux, en achetant et en arborant fièrement les produits dérivés à l'effigie du groupe. Évidemment, le premier public que rencontre Slipknot à l'époque, ce sont les adolescents, en colère contre le monde et contre leurs parents, qui écoutent d'abord Slipknot pour énerver ces derniers. Mais contrairement à pas mal de groupes, par exemple de groupes emo, qui n'ont pas réussi à perdurer parce que leur musique était justement trop destinée aux adolescents, Slipknot a réussi à créer une musique intemporelle. Des maggots adolescents sont devenus des maggots adultes, écoutant Slipknot avec plus de recul, mais avec toujours autant d'amour pour le groupe. Slipknot a donc su perdurer
passé à travers les générations pendant plus de 20 ans, en grande partie grâce au Triangle et aussi à leurs différentes générations d'asticots, leur tribu, qui les a aidés à faire découvrir leur musique aux nouvelles générations. Enfin, ça, c'était avant que le groupe ne commence à les décevoir profondément. Yesterday we lost our brother. And the world seems a little smaller because of it. Le 24 mai 2010, Paul Gray, bassiste et membre fondateur du groupe, est retrouvé mort dans un hôtel de l'Iowa, près de la ville natale de Slipknot, d'un mélange d'overdose et de maladie cardiaque. Il avait 38 ans. C'est toujours extrêmement triste de perdre quelqu'un si jeune, mais il faut aussi comprendre une chose. Le groupe a connu quelques changements de line-up entre leur début fin 1995 et leur premier vrai album qui les a fait connaître en 99. Mais depuis ce premier album, le line-up était assez stable. Il y avait Joey Jordison, batteur et membre fondateur, Sean Crahan, percussionniste et membre fondateur, Paul Gray, bassiste et membre fondateur, et les 6 autres, Corey Taylor, chanteur, Craig Jones, sampleur et claviériste, Mick Thompson, guitariste, Jim Root, guitariste, Chris Fenn, percussionniste, et Sid Wilson, DJ. Ces 9-là étaient vraiment marketés, et vous allez comprendre très vite pourquoi j'utilise ce terme, comme une famille. 9 amis venant de l'Iowa, soudés, formant un groupe de musique pour s'en sortir dans la vie. Sauf qu'après le décès de Paul, cette famille-là va s'effriter. En fin d'année 2013, 3 ans après la mort de Paul Gray, un message est publié par le groupe sur son site officiel, annonçant le départ de Joey Jordison pour des raisons personnelles. Le message est bref, sans plus d'explications, mais le groupe promet aux fans de répondre à leurs questions dans un futur proche. Sauf qu'il s'avère qu'ils ne vont pas le faire. On apprendra seulement des années plus tard, dans une interview de Joey Jordison, ce qu'il s'est réellement passé. Et ce qu'il s'est réellement passé, c'est que Joey n'a jamais quitté le groupe, il a été viré du groupe. Jordison commençait à souffrir d'une maladie rare dont il n'avait pas été encore bien diagnostiqué, la myélite transverse, une maladie rare qui lui fera notamment perdre l'usage de ses jambes. Le reste du groupe a cru qu'il s'agissait d'un problème de drogue et a envoyé un email à Joey Jordison en lui disant qu'il était viré. Je ne sais pas si vous réalisez la violence de l'annonce. Quand tu as monté toi-même un groupe pour lequel tu as tout donné pendant 18 ans et qu'on t'annonce froidement par email, sans discussion possible, que juste tu n'en fais plus partie. En 2019, une autre affaire éclatera au sein du groupe concernant Chris Fenn. Celui-ci a décidé d'entamer des procédures judiciaires contre le groupe, ayant découvert que celui-ci possédait des entités commerciales dont il n'aurait pas connaissance, et donc que la répartition de l'argent au sein de la formation ne serait ni transparente ni juste. Le procès a finalement été abandonné et Chris n'est jamais revenu dans le groupe. Cette affaire s'est corrélée avec une vidéo qui est remontée à la surface d'internet, une interview datant de 2008 de Chris qui parle d'abus mental de la part des autres membres de Slipknot. Même si visiblement la situation s'est arrangée au fil du temps, il semble que la famille avait bel et bien des gros problèmes de famille sous le tapis. Et j'espère que vous êtes prêts parce qu'il en reste 2 à virer de la liste et les conditions ne sont pas meilleures. Tout ça, ça se passe seulement l'année dernière et c'est aussi à ce moment qu'il va y avoir un changement dans la tête de beaucoup de fans. En juin 2023, un post très court du groupe est publié sur les réseaux sociaux annonçant se séparer de Craig Jones, le claviériste, sans plus d'explications. Le post sera supprimé dans la foulée, sans plus d'explications non plus. Puis, en novembre 2023, c'est au tour de Jay Weinberg, dans les mêmes conditions que Jones. Un post Instagram assez soft, évoquant cette fois une cause, des raisons créatives, puis ce post est supprimé. Sauf que là, ça ne passe pas au niveau des fans. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ah oui, et je ne vous ai pas encore présenté qui était Jay Weinberg. Jay, c'était le remplaçant de Joey Jordison depuis son licenciement, et il était très apprécié des fans.
Ce qui n'était pas gagné, parce que Joey Jordison, ce n'était pas n'importe qui à la batterie. Ça allait être très dur de le remplacer, et Jay a fait le travail à ce niveau, sans être une copie de Jordison, parce que ce n'était ni possible ni souhaitable, mais il a fait le travail. Une semaine plus tard, le batteur s'exprimera en disant qu'il a reçu un coup de téléphone peu avant l'annonce officielle, lui disant simplement qu'il était viré. S'ajoute à ça dans le même temps un procès intenté par la famille du défunt Joey Jordison, accusant le groupe, et notamment Corey Taylor et Sean Crahan, d'avoir profité de la mort de celui-ci pour le marketing de The End for Now, leur 7e album studio. La famille déclarera même ne pas avoir reçu de condoléances privées de la part des 2 membres du groupe. Bref, là, c'en est trop. Les fans sont laissés sans explication de tous ces départs, sont perdus à cause des contradictions entre les annonces officielles et les explications des membres une fois partis. Beaucoup trouvent en parallèle que la qualité de la musique diminue et surtout, personne ne comprend la direction que prend le groupe. Alors, les maggots se divisent. Chacun a son avis sur la question, mais il y a 2 clans qui peuvent se distinguer parmi les fans. Le premier n'accepte pas les changements du groupe, sont déçus, et pour certains font carrément leur deuil de la formation. Ces fans écoutent surtout les anciens albums et ne suivent plus vraiment les nouveautés, sont généralement assez frustrés envers le groupe, ils sont déçus. Et de l'autre côté, il y a les fans qui acceptent et qui disent que les changements de line-up renouvellent le groupe et le fait perdurer dans le temps, le rend toujours pertinent aux yeux de la nouvelle génération. Ils n'écoutent pas forcément la nouvelle musique, mais en tout cas, ils sont ok avec ce qu'il se passe. Personnellement, je suis plutôt de ce dernier côté et je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Je ne vais pas détailler mon avis ici, cependant j'ai enregistré une vidéo qui sera en non répertorié dans laquelle j'ai eu la chance de pouvoir débattre avec quelqu'un qui a un avis contraire au mien. C'est une vidéo en duo. On échange de manière très peu pertinente, mais si jamais ça vous intéresse d'écouter 2 personnes absolument pas pertinentes en train de discuter, le lien sera en description et en premier commentaire. Dans tous les cas, le 27 avril prochain, lors de leur concert au Sick New World, on découvrira le remplaçant de Jay et une nouvelle page se tournera pour Slipknot. Alors rendez-vous à ce moment-là pour découvrir ce qu'ils ont encore à nous offrir. Merci de m'avoir écouté, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.